Coucou tout le monde, moi c'est Aurélie, alias Knit and Read. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je voulais sortir un petit peu de ma zone de confort. Je ne vais pas vous parler de tricot, je vais vous parler de mon obsession du moment, enfin c'est une obsession de longue date. Je vais vous parler de Star Wars. Donc dans mon dernier podcast tricot, j'avais déjà consacré une section à l'exploration de mon histoire avec Star Wars. J'avais proposé de faire une vidéo dédiée à l'analyse, ou en tout cas un embryon d'analyse de la nouvelle trilogie, donc des épisodes 7 à 9. Et je remercie celles et ceux qui m'ont contacté suite à cette vidéo, donc mon dernier podcast, pour que je fasse donc une vidéo dédiée. Alors, j'espère que ça va pas être trop brouillon. Au départ, j'avais commencé à prendre des notes et puis ça prenait la tournure d'un cours magistral et c'est pas vraiment ce que je voulais pour cette vidéo. Donc si c'est un petit peu brouillon, je m'en excuse. J'ai quand même une trame à côté de moi pour essayer de pas partir dans tous les sens. Mais il faut savoir que les thèmes que je vais aborder pour proposer une analyse de la nouvelle trilogie sont tous interconnectés d'une manière ou d'une autre. Donc voilà, si c'est un petit peu fouillis, c'est aussi parce que les thèmes abordés sont liés et les uns aux autres. Donc voilà. Et je propose qu'on commence tout de suite parce que cette vidéo risque d'être un petit peu longue déjà de base. Donc les épisodes 7 et 8, pour l'instant, ce sont les seuls qui sont sortis. On attend l'épisode 9 pour Noël de cette année, donc 2019. Au départ, je voulais pas les voir. Je vais pas revenir en détail. J'avais abordé ce sujet dans mon podcast. Au départ, je voulais pas les voir. Je voulais pas m'investir émotionnellement dans Star Wars suite au rachat par Disney. Et puis finalement, j'ai quand même craqué. Et je suis vraiment ravie d'avoir... vous savez, on dit, faut pas dire fontaine, je ne boirai pas de son eau, etc. Je suis vraiment ravie d'être revenue sur mes premières impressions parce que vraiment, j'aime beaucoup ce que Disney est en train de faire avec Star Wars. J'aime beaucoup la nouvelle trilogie. Et donc, je pensais vous en parler en prenant l'angle de la lecture des archétypes et en me focalisant essentiellement sur la relation entre les deux protagonistes, ou les deux moitiés de protagonistes de la nouvelle trilogie, à savoir Kylo Ren et Rey. C'est vrai que Rey, c'est l'héroïne. La nouvelle trilogie, c'est essentiellement la trajectoire d'une héroïne qui présente de nombreuses différences avec la trajectoire du héros, qu'on connaît peut-être un petit peu mieux dans le mainstream, et c'est la trajectoire que suivait typiquement Luke Skywalker dans la trilogie d'origine. Donc là, on est sur le parcours d'une héroïne et ça a son importance. Donc ça, je vais y revenir. Ça a son importance pour comprendre les choix faits dans la nouvelle trilogie. Voilà. Et Kylo Ren, donc autrefois connu sous le nom de Ben Solo, le fils de Han et Leia, c'est un protagoniste aussi. C'est-à-dire qu'on nous le présente comme le méchant. Ça pareil, je vais largement revenir sur ce point. Mais en fait, Rian Johnson, donc le réalisateur de l'épisode 8, a bien précisé dans une interview qu'en fait, Kylo et Rey sont les deux moitiés d'un seul et même protagoniste. Et au même titre que Rey suit sa trajectoire d'héroïne dans la trilogie, Kylo suit sa trajectoire de héros qui a une connotation très particulière puisqu'en fait, il commence comme un méchant. Et donc en fait, la trajectoire de Kylo est celle d'une rédemption. Voilà, donc ça pareil, c'est quelque chose qui va revenir régulièrement dans cette analyse aujourd'hui. Et les deux trajectoires sont intimement liées. On a affaire à deux personnages qui représentent les deux facettes d'une même médaille, les deux faces d'une même médaille. L'imagerie du yin et du yang a été largement commentée en rapport avec leur relation et la façon dont ils sont présentés, amenés dans la trilogie, même visuellement. Donc je ne vais pas trop m'appesantir là-dessus, mais sachez que cette notion du yin et du yang, de toute façon, elle est en filigrane dans tous les mythes et les archétypes que je vais aborder aujourd'hui.
Donc voilà, c'est quelque chose qu'on peut garder à l'esprit parce que visuellement c'est très très fort et oui, c'est vraiment en filigrane derrière tout ce que je vais pouvoir évoquer aujourd'hui pour essayer de comprendre un petit peu la relation qu'ils ont et la façon dont ça impacte la nouvelle trilogie et plus largement la saga des Skywalker, donc sur les 9 films. Donc voilà, ça c'est une première chose que je voulais dire en préambule. L'autre chose, c'est que puisqu'on parle de trajectoire de l'héroïne et du héros slash anti-héros Kylo Ren, il faut savoir que donc du coup Star Wars, que ce soit la nouvelle trilogie ou les anciennes trilogies, à chaque fois vous avez affaire à une coming of age, c'est-à-dire c'est un roman d'apprentissage. Voilà, c'est l'équivalent qu'on aurait dans la littérature. Ce qui fait que Kylo Ren et Rey, dans l'épisode 7, dans Le Réveil de la Force, sont clairement codés comme des enfants. Ils ne sont pas des enfants d'un point de vue état civil, hein. Kylo a 29 ans et Rey en a 19, mais ils sont clairement coincés dans l'enfance. Ils sont restés en stase en termes de développement émotionnel dans l'enfance à cause de graves traumatismes hein, qu'ils ont traversés et qu'ils vont devoir dépasser pour atteindre l'âge adulte. Et donc ça va être ça aussi tout l'enjeu de la nouvelle trilogie pour ces deux personnages, c'est qu'ils vont devoir passer de l'enfance à l'âge adulte, à titre individuel, mais aussi en rapport l'un avec l'autre. C'est-à-dire que vous avez ce jeu du chat et de la souris en permanence entre eux qui leur permet de se construire et de passer à l'âge adulte ensemble. Parfois l'un contre l'autre, en réaction l'un envers l'autre, mais aussi en harmonie l'un avec l'autre. Donc voilà, c'est un peu tout le sel aussi de cette nouvelle trilogie. C'est donc ce roman d'apprentissage pour les deux personnages principaux, pour les deux moitiés de notre protagoniste, donc de notre personnage principal dans la nouvelle trilogie. Et alors, comme il s'agit quand même essentiellement de la trajectoire de l'héroïne, il faut savoir que le passage de l'enfance à l'âge adulte pour une héroïne, en termes de narration, en termes d'archétype, etc., est indissociable de l'éveil de sa sexualité. Donc ça, c'est très important. Et d'ailleurs, J.J. Abrams a bien dit que le réveil de la force dans l'épisode 7, c'est le réveil de Rey. C'est aussi le réveil de Kylo Ren, d'une certaine façon. Mais typiquement dans les contes de fées et dans la mythologie, c'est aussi le réveil de la sexualité de l'héroïne qui va passer de l'âge adulte, donc ça c'est l'épisode 7, à l'adolescence, donc l'éveil de sa libido dans l'épisode 8. Et je vais y revenir dans l'épisode 8, ils sont vraiment pas subtils à ce sujet, même visuellement, c'est un film qui est extrêmement sexuel. Et dans l'épisode 9, c'est la maturation de l'héroïne, l'actualisation de son potentiel en tant que femme réalisée. Et donc ça passe par la consommation de sa relation avec son partenaire, Kylo Ren en l'occurrence, et jusqu'à la maternité, hein, qui est l'aboutissement de tout éveil sexuel chez les femmes, en tout cas dans l'arc narratif de la trajectoire de l'héroïne. Donc voilà, il y a tous ces éléments-là qui sont extrêmement présents dans les épisodes 7 et 8. Je pense évidemment que dans l'épisode 9, on va aboutir à cette maturation hein, de l'éveil sexuel de l'héroïne en rapport direct avec son partenaire, qui est donc Kylo Ren. Voilà, donc on a pas mal de niveaux de lecture différents hein, qui sont présents dans cette nouvelle trilogie. C'est une approche qui n'avait pas encore été réalisée dans Star Wars. La nouvelle trilogie est clairement destinée à un regard féminin, ce qui explique que pas mal de fans garçons aient du mal avec cette nouvelle trilogie et du mal avec le nouveau méchant, puisque Kylo Ren est quand même très codé de façon féminine. C'est lui le yin dans l'équation yin et yang. Donc le yin, c'est l'aspect féminin, ce sont les pulsions souterraines. C'est psychologiquement parlant aussi, c'est l'ombre. C'est voilà, donc tout ce que Jung appelle l'ombre dans le développement de la personnalité. Et Kylo Ren est l'ombre de Rey. C'est-à-dire que l'ombre, c'est la partie de toutes nos pulsions qu'on essaie de mettre de côté, qu'on essaie d'étouffer et qui évidemment reviennent
par effet boomerang. En l'occurrence, au lieu de les étouffer, il faut qu'on les intègre à notre personnalité et à notre façon d'être. C'est aussi un des aspects du passage à l'âge adulte, et c'est donc une des choses que Rey doit faire. Elle doit intégrer son ombre, elle doit intégrer Kylo Ren, les pulsions souterraines que Kylo Ren personnifie dans l'histoire, pour se réaliser pleinement en tant qu'adulte, en tant qu'héroïne, à l'issue de son voyage, de son parcours d'héroïne. Donc voilà, ça aussi c'est une dimension qu'il faut prendre en compte. Par ailleurs, Kylo Ren est aussi l'animus de Rey, donc on reste toujours avec Jung, parce que je ne reviendrai pas sur Jung plus tard dans cette vidéo, ça ferait beaucoup trop, déjà ça va être très très dense, donc voilà, je préfère le caser dès le début. Kylo Ren est l'animus de Rey, c'est-à-dire son aspect masculin, son rapport au masculin, son rapport au futur compagnon, au futur partenaire, au père de ses enfants, et Rey est l'aspect féminin de Kylo, son rapport à sa mère, son rapport à sa future compagne et à la mère de ses futurs enfants. Donc voilà, il y a également cette dimension-là qui est très très présente. Je n'y reviendrai pas parce que la psychologie, c'est peut-être de tout ce que je vais aborder la partie où je suis le moins à l'aise, où j'ai le moins lu de choses. Mais voilà, sachez que toutes ces choses sont, tous ces angles d'approche, tous ces niveaux de lecture s'interpénètrent et sont complètement indissociables les uns des autres. Ce qui fait toute la beauté et la complexité de l'analyse de cette relation et de la narration dans Star Wars, etc., dans la mythologie, dans tout ce que Disney, tout ce que les écrivains, les auteurs chez Disney ont cherché à mettre dans cette trilogie, qui fait que parfois on est un petit peu perdu. Il y a certaines personnes qui voient ce que les auteurs essaient de faire, d'autres pour qui c'est un petit peu plus compliqué. Ça dépend de notre background, ça dépend de ce qu'on cherche dans Star Wars. Et clairement, la Disney a injecté dans la nouvelle trilogie des choses qu'on n'avait pas encore vues dans Star Wars, qu'on avait à peine effleurées dans l'ancien univers étendu, et que définitivement on n'avait pas vu dans les films. Voilà, donc c'est ce qui fait aussi tout l'intérêt de la chose. Et après c'est très très long préliminaire, je me propose d'attaquer avec l'angle qui va nous servir le niveau de lecture qui va nous servir de fil rouge dans cette analyse, qui est l'archétype de La Belle et la Bête. Donc comme je le disais, ce qui va nous servir de fil rouge pour comprendre, pour essayer d'analyser la relation entre Ben Solo / Kylo Ren et Rey, ça va être le motif de La Belle et la Bête, le ressort narratif de La Belle et la Bête. Et vous allez voir que sur ce fil rouge, on va pouvoir greffer énormément de choses qui vont permettre de nuancer le propos, qui vont permettre d'éliminer certaines hypothèses par rapport au dénouement de cette relation et donc au dénouement de la nouvelle trilogie, puisque moi je suis persuadée que cette relation amoureuse compliquée entre Kylo Ren et Rey est la clé de la nouvelle trilogie. C'est aussi ce qui va permettre de conclure l'ensemble de la saga Skywalker, donc des 9 films, et la pierre d'angle de tout cela, c'est Kylo Ren, c'est Ben Solo. Ben Solo, c'est pas juste le nouveau méchant, c'est pas Vader 2.0, c'est l'héritier de tout cet héritage Skywalker. C'est sauver Ben Solo, c'est l'enjeu principal de la nouvelle trilogie. C'est ce qui va permettre de jeter définitivement une lumière tragique ou au contraire pleine d'espoir sur la famille Skywalker. Ben est le fils de Han et Leia, c'est le neveu de Luke, c'est le petit-fils d'Anakin et Padmé, c'est le fils spirituel, ou en tout cas il se veut comme tel, de Dark Vador. Il veut finir ce que Dark Vador a commencé, mais évidemment les créateurs de la nouvelle trilogie maintiennent une ambiguïté. Qu'est-ce que Dark Vador a commencé ? Qu'est-ce que Anakin Skywalker voulait vraiment ? Est-ce qu'il voulait vraiment devenir le grand méchant, comme Kylo Ren l'est devenu à la fin du 8 ? Il devient le grand méchant, il devient le leader suprême, il devient l'empereur. Ce que Dark Vador voulait faire, mais n'a jamais réussi à accomplir. Il est resté jusqu'à la fin le chien de guerre de Palpatine. Ou est-ce que Kylo Ren va réussir à faire ce qu'Anakin n'a pas réussi à faire, mais qu'il voulait vraiment faire, à savoir empêcher sa conjointe de mourir, être un homme bon et ramener l'équilibre dans la force. Donc voilà, la notion d'équilibre, elle est essentielle dans cette nouvelle trilogie. La force
n'est pas en équilibre, la Force n'est pas en harmonie. Elle ne l'a pas été depuis que Anakin a basculé. Et il incombe à Kylo, son héritier à la fois biologique, j'ai envie de dire, génétique, et aussi spirituel, de rétablir enfin l'équilibre dans la Force. Voilà, ça c'est l'enjeu au niveau cosmique de cette nouvelle trilogie, de cette relation qu'il a avec Rey, qui est vraiment très particulière, qui n'a pas d'équivalent dans l'univers de Star Wars, et qui est directement liée à l'enjeu personnel, intime pour Kylo Ren, qui est donc de revenir au côté lumineux, de trouver l'équilibre en lui et de se réaliser en tant qu'homme, en tant que compagnon et en tant que futur père. Donc voilà, il y a vraiment tout ça qui est lié dans l'histoire de Kylo Ren. Et si on en revient à La Belle et la Bête, qui donc va être un petit peu notre guide dans cette analyse, Kylo est à la fois la bête, il est le prince charmant, oui, oui. Il est aussi la princesse qu'il va falloir sauver du sort qui lui a été jeté. Ce sort étant métaphoriquement le côté obscur qui lui a été imposé à la fois par le harcèlement et la torture de Snoke et par l'abandon de sa famille. Donc il faut savoir que Ben et Kylo Ren est le produit d'une relation abusive par Snoke. Snoke l'a repéré alors que Ben n'était pas encore né. Il a commencé à le modeler, à le formater, à empoisonner son esprit alors que Ben n'était pas encore né. Donc ça, c'est quelque chose que l'on découvre dans les livres de l'univers étendu. Lorsque on s'intéresse à ce que Leia a pu essayer de faire au début de sa vie de couple avec Han, avant la naissance de Ben et au moment où il fallait reconstruire la République après la chute de l'Empire. Et Han et Leia étaient complètement démunis face à cet enfant difficile, cet enfant extrêmement fort dans la Force, qui avait le potentiel aussi bien pour la lumière que pour le côté obscur. Lorsque Leia se sépare de Ben, parce qu'elle voit bien qu'elle est complètement démunie, elle l'envoie en entraînement chez Luke, qui essaie d'en faire un Jedi et qui se plante de façon monumentale, puisque lui non plus ne sait pas comment gérer Ben. Et donc en fait, voilà, ça c'est très important. L'abandon de Ben par sa famille, par les héros de la trilogie d'origine, c'est quelque chose de fondamental pour comprendre ce personnage et pour comprendre pourquoi il est devenu la bête, pourquoi au lieu d'être le prince charmant au départ, il est donc ce prince, cette bête, sous l'emprise, sous le sort du vrai méchant qui est Snoke. Voilà, qui est un peu l'équivalent de la sorcière qui aurait jeté un sort au prince. Et il faut savoir qu'au tout début de l'élaboration de l'épisode 7, il était question que Snoke soit un personnage féminin. Et puis finalement, ils en ont fait un personnage masculin qui ressemble à une espèce de gremlin, une espèce d'alien, dont on sait peu de choses, mais ça n'a pas d'importance, puisque tout ce qui nous intéresse à propos de Snoke, c'est ce qu'il a pu faire à Ben, et comment il a pu impacter Ben et créer ce traumatisme très profond chez Ben, cet isolement de sa famille, ce rejet de sa famille, ce rejet du côté lumineux dont il est issu, et dont il va falloir qu'il soit en harmonie, en paix avec son passé familial. Et c'est tout l'enjeu aussi de la nouvelle trilogie. Et c'est une des clés pour qu'il revienne du côté lumineux, qu'en tout cas il trouve une forme de sérénité intérieure, une paix intérieure, qui est la condition nécessaire pour qu'il contribue à ramener l'équilibre dans la Force. Donc voilà, tout est lié. Et devinez qui va lui permettre de trouver cet équilibre. C'est Rey. Rey qui, dès l'épisode 7, et ça lui a été beaucoup reproché, les gens ont cru que c'était parce qu'elle était mal écrite. Au contraire, ça trouve tout son sens dans le fait que Rey s'immisce sans aucune difficulté dans la famille Skywalker. Elle prend la place que Ben aurait dû occuper si Snoke n'avait pas distillé son poison, n'avait pas fait tout ce qu'il fallait pour le séparer de sa famille. Elle rencontre Anne, il connecte tout de suite, il lui offre un job, et il devient sa figure paternelle, la figure du père qu'elle n'a pas eue. Ça, je vais y revenir sur le passé familial de Rey, qui est l'opposé complet de celui de Kylo, et c'est très important
pour comprendre la dynamique entre ces deux personnages. Elle comprend intuitivement comment fonctionne le Faucon Millenium, elle le répare, elle sait le piloter. À la fin de l'épisode 7, Leia vient lui faire un câlin au lieu de faire un bisou à Chewie, etc. Alors qu'elle vient de perdre son mari, de la main même de son fils, elle va faire un câlin à Rey. Donc Rey s'immisce sans aucune difficulté, elle est aspirée dans le vide laissé par par Ben dans la famille Skywalker. Dans l'épisode 8, elle va s'entraîner, en tout cas croit-elle, avec Luke. Luke qui est un formateur extrêmement récalcitrant et qui va finalement pas lui apprendre grand chose. Dans l'épisode 8, dans les derniers Jedi, Luke apprend davantage de Rey que l'inverse. Donc elle va se rapprocher de lui, mais elle va vraiment pas occuper le même genre de place qu'elle a occupé avec Han et Leia dans l'épisode 7. C'est beaucoup plus subtil dans l'épisode 8. Et c'est normal, puisque dans l'épisode 8, Rey et Kylo ont quitté l'enfance, ils sont en pleine adolescence, ils sont en pleine rébellion contre leur mentor, de façon assez dramatique pour Snoke en l'occurrence, puisque alors lui il laisse sa peau quand Kylo fait sa crise d'adolescence et se rebelle finalement contre cette image paternelle dévoyée, tordue, ce vide que Snoke remplissait dans sa vie jusque-là. Pourquoi c'est important que Rey ait une histoire complètement opposée, un passé complètement opposé à celui de Kylo Ren? Ben Solo, l'héritage de Ben Solo, son héritage génétique, son héritage, sa puissance dans la force, son héritage familial, issu de tous ces héros de la galaxie, etc., c'est beaucoup trop lourd pour lui. C'est impossible de tenir le choc, de tenir sous la pression et surtout d'être à la hauteur de ces légendes qui l'ont engendré ou encadré. Voilà, c'est juste impossible. Rey, elle, au contraire, elle est personne. Elle part avec, c'est une page blanche. Elle part avec tous les chemins sont possibles pour elle. Elle a le problème inverse. Et elle est coincée dans l'enfance, non pas par le poids de cet héritage, etc., par ce traumatisme de l'abandon familial de légendes qui sont omniprésentes dans la vie de Ben. Plus il essaie de s'en détacher, il change de nom, il efface complètement son identité derrière des masques, il masque sa voix, etc. Enfin, il veut vraiment éradiquer Ben Solo. Rey, c'est l'inverse. Elle a été abandonnée par des moins que rien sur une planète qui est un cimetière. Et elle passe 15 ans en stase à s'imaginer que ses parents vont revenir, à s'imaginer qu'elle ne change pas d'apparence physique. Elle a sa coiffure avec ses 3 petits chignons qui est exactement la même qu'elle avait 15 ans auparavant, en espérant que ses parents vont la reconnaître quand ils vont enfin revenir la chercher sur Jakku. Elle refuse d'entendre ce que Maz Kanata lui dit quand elle a ces visions en touchant le sabre d'Anakin Skywalker dans le château de Maz Kanata. Elle refuse ce que Maz lui dit. Elle lui dit mais les gens que tu attends, ceux que tu attends sur Jakku, tu sais bien qu'ils reviendront jamais. Et c'est essentiellement ce que Kylo Ren lui dira dans l'épisode 8. De façon très maladroite quand il fera sa demande en mariage, complètement foirée, et c'est normal, enfin, il fallait que ça se passe comme ça dans l'épisode 8, ça je vais y revenir. Et donc vous avez, dès le départ, dans les différents traumas qu'ils ont traversés, dans la façon dont ils sont restés coincés dans l'enfance, ils sont présentés comme un miroir l'un de l'autre. Il y en a un qui a trop d'héritage, c'est trop lourd pour lui, et il veut absolument s'en débarrasser. Laisser tuer le passé s'il le faut pour devenir la personne qu'il est censé devenir. Et ça va être un peu son leitmotiv dans l'épisode 8. Et de l'autre côté, vous avez Rey qui est coincée dans l'enfance parce qu'elle refuse de voir la vérité en face. Elle refuse de faire le deuil de ses parents qui ont été en dessous de tout, qui l'ont abandonnée, qui ne reviendront jamais pour elle. Je pense que même s'ils étaient encore en vie, ils ne reviendraient pas pour Rey. Ils ont fait une croix sur elle. Et voilà, donc vous avez ce miroir qui est très intéressant. Et en fait, Kylo Ren
aurait aimé avoir l'enfance de Rey, pouvoir partir sur une page blanche. Et Rey ne rêve que d'une chose, c'est de trouver une famille, de trouver des substituts à ses parents qui n'ont jamais été là pour elle, hein, qui l'ont abandonnée et trahie d'une façon complètement horrible, hein, qui ont créé ce traumatisme et cette faille fondamentale, structurelle, hein, chez elle. Et donc, ils sont le miroir l'un de l'autre et ils envient l'un et l'autre ce que l'autre a. C'est très très curieux, mais c'est aussi le terreau qui va leur permettre de connecter de façon fondamentale, j'ai envie de dire viscérale, quelque part. Et donc, ça, c'est ce qui va permettre à ces deux personnages de connecter dans le motif de la Belle et la Bête. Et ce qui est intéressant, c'est que aucun des deux n'est à 100% la Belle ou la Bête. Kylo est la Bête, mais il y a aussi chez lui donc le prince charmant, la princesse qu'il va falloir délivrer du monde souterrain, hein, qui est le premier ordre, et de l'emprise de Snoke, du côté obscur. Et chez Rey, c'est la Belle en apparence, mais elle a sa part d'ombre. Elle a sa part d'ombre qui est extrêmement, qui est facile à voir. Elle a recours à la violence très rapidement. Elle cogne d'abord et elle pose les questions ensuite. Hein. C'est une lionne en fait, hein, donc elle va avoir recours à la violence très très rapidement. Et dans ses interactions avec Kylo, elle va laisser libre cours à sa violence en premier, avant d'embrasser son côté plus féminin, plus doux, et la compassion qu'elle peut éprouver pour lui, qui va se manifester vraiment dans l'épisode 8. Mais absolument pas dans l'épisode 7. Et donc, avant même qu'ils se rencontrent, qu'ils soient vraiment mis en contact physiquement l'un avec l'autre dans l'épisode 7, vous avez déjà les scénaristes et le réalisateur J.J. Abrams posent des jalons et vous sentez que les enjeux montent. Plus le moment où ils vont devoir se rencontrer se rapproche, plus vous sentez que les enjeux montent, la tension monte, et plus vous avez d'éléments dans le film, dans l'épisode 7, qui vous montrent que la clé, elle est là. Ce que vous devez ce que vous devez anticiper en tant que spectateur, c'est la rencontre de ces deux personnages. La première fois que le lieutenant Mitaka mentionne l'existence d'une fille devant Kylo, au moment où il lui dit on n'a pas réussi à choper le droïde sur Jakku, il nous a filé entre les pattes, il dit ils sont accompagnés par une fille. Et Kylo, il pète les câbles, il dit mais quelle fille? Et dans la séquence suivante, vous avez Rey qui est en train de réparer le Faucon Millenium et qui dit à Finn c'est le motivateur. Et en fait voilà, ça fait partie des artifices du montage du film. Le motivateur, la motivation de Kylo Ren, c'est Rey, c'est la fille. Et il sait rien d'elle, mais déjà il fait une fixation sur elle. Donc ça c'est la première chose qui doit nous mettre la puce à l'oreille. Depuis le début, ce personnage, on nous donne des éléments sur lui, la façon dont il se comporte, la façon dont il bouge, les choix qu'il fait, etc. Et là, d'un seul coup, on a ce truc complètement irrationnel qui sort de nulle part. Quelle fille? Pourquoi ça m'intéresse autant? Qu'est-ce que ça peut foutre qu'il y ait une fille lambda qui a aidé Finn et BB-8 à se sauver de Jakku? Qu'est-ce que ça peut faire? C'est la motivation. C'est la motivation de Kylo. Ça va être l'aimant qui va le sortir de sa stase et qui va faire que tout va se mettre en mouvement pour lui. Et pour Rey, l'équivalent, c'est le moment où elle touche le sabre d'Anakin Skywalker dans la cave du château de Maz Kanata. Et voilà ces visions, cette espèce de bad trip de la force, où le passé, le présent, le futur sont mélangés. Elle entend des voix, vous entendez la voix de Yoda, il y a la voix de Obi-Wan Kenobi qui lui dit ce sont tes premiers pas. Elle voit Luke avec R2D2, on l'apprend plus tard, au moment où il se réveille et se rend compte que Ben Solo, son neveu, a détruit son temple Jedi et tué la moitié de ses padawans. À un moment donné, elle a Cloud City, vous entendez la respiration de Dark Vador, et puis elle voit Kylo Ren à 2 reprises dans ses visions, et c'est la seule chose stable dans ses visions. Elle le voit une première fois où il la sauve en tuant quelqu'un qui allait se jeter sur elle dans cette espèce de champ de bataille sous la pluie, où elle est dans la gadoue, etc. Et il perçoit sa présence et il s'avance vers elle. Et
Ensuite, une fois qu'elle s'est vue enfant abandonnée sur Jakku, etc., où elle a un flashback extrêmement douloureux qu'elle a enfoui au plus profond d'elle-même, elle le voit à nouveau sur la base de Starkiller, dans cette forêt enneigée, cette forêt morte, hein, cette végétation morte. Elle le voit arriver vers elle avec son sabre laser, et ça par contre c'est un signe avant-coureur de leur combat sur Starkiller à la fin de l'épisode 7. Donc vous avez tout ce méli-mélo qui la laisse complètement... elle est secouée, elle est complètement remuée et traumatisée par cette vision. C'est à peine si elle enregistre ce que Maz Kanata essaie de lui dire. Elle refuse l'appel de l'aventure, ce qui est complètement normal dans la trajectoire du héros et de l'héroïne. Le premier mouvement du héros et de l'héroïne, c'est de refuser l'appel à l'aventure. Luke en avait fait autant, c'est-à-dire que quand Obi-Wan lui parle de son père, veut lui donner son sabre laser, lui dit qu'il doit aller aider Leia et rendre le droïde à la résistance, il refuse et dit non, moi je veux rien avoir à faire avec ça, je suis un fermier, faut que je rentre à la maison, mon oncle Owen il va péter les plombs, je suis en retard et tout machin, il part. Et c'est quand il arrive à la maison qu'il voit son oncle Owen et sa tante Beru carbonisés sur le seuil de la porte de leur maison, qu'il accepte l'appel à l'aventure. Il retourne voir Obi-Wan et lui dit bon bah ok, j'ai plus rien qui me retient ici, je vais devenir un Jedi comme mon père, je vais aider la princesse et je vais partir à l'aventure. Et donc Rey, dans toutes ses visions, elle a une préconception de Kylo Ren. Elle a une préconnaissance de ce mec et cette sensation qu'il va avoir une importance capitale dans la suite de son existence. Voilà, donc en fait, ils ont une connaissance intuitive l'un de l'autre avant même de se rencontrer. Et à quel moment ils se rencontrent, à quel moment la Belle et la Bête sont finalement mis en présence, c'est suite à cette vision qu'a eu Rey, à ce refus de l'appel à l'aventure, et elle s'enfuit. Elle s'enfuit où? Elle s'enfuit dans la forêt. Et donc, faut pas oublier que Star Wars, c'est un conte de fées. George Lucas l'a toujours dit. Depuis que Disney a acheté Star Wars, il n'y a aucune raison que ça change, parce que c'est quand même un peu les rois du conte de fées. Et dans les contes de fées, dans la mythologie, quand une héroïne, une jeune vierge, il faut dire les choses comme elles sont, est perdue dans la forêt, ça a une connotation sexuelle. Ça préfigure un éveil sexuel. Le réveil de la force dans l'épisode 7, c'est le réveil de la sexualité, des pouvoirs, du potentiel de Rey. Et ce réveil se fait exclusivement en rapport avec Kylo Ren et à ses interactions avec Kylo Ren. Vous voyez où je veux en venir. Donc, la Belle rencontre la Bête dans la forêt, dans un contexte qui est propre donc au conte de fées, à la mythologie, qui est complètement lié à l'éveil de la sexualité de l'héroïne dans la Belle au bois dormant, dans le petit chaperon rouge, etc., dans Blanche-Neige. La rencontre avec le prince, avec l'homme, avec le masculin, avec l'alter ego, se fait dans la forêt. Et la forêt, c'est un milieu où ni Rey ni Kylo Ren n'ont leur place. Ils se voient comme le nez au milieu du visage, ils ont rien à faire là. Kylo Ren, depuis le début du film, on l'a vu dans des endroits extrêmement stériles. Il est sur Jakku au début du film et il apporte que la mort. Il ordonne la destruction de l'ensemble du village. Donc il est vraiment lié à la mort, à la destruction, au monde souterrain. C'est très important pour la suite aussi. Ensuite, on le voit exclusivement dans des vaisseaux spatiaux qui sont des milieux extrêmement stériles, très très froids, minéraux, voilà, vraiment, encore une fois, le monde souterrain. Et Rey, elle, c'est une fille du désert, pas par choix, mais par accident, mais le fait est qu'elle est restée en stase dans un milieu désertique, donc sur la planète Jakku, que sa façon de survivre, c'est en dépeçant les épaves d'une bataille phénoménale qui a eu lieu sur Jakku, donc en gros en pillant un cimetière, littéralement. Donc pareil, elle est liée à la mort, à la charogne, etc., au désert, et il se retrouve dans cette forêt luxuriante
à côté d'un château, avec un lac. Là, pareil, ça a toute son importance. On pourrait parler également du rôle de Maz Kanata en tant que la Dame du Lac, qui offre une épée Excalibur à Rey, puisque le sabre d'Anakin Skywalker, c'est aussi une métaphore pour Excalibur. Et là, on pourrait partir sur toute la légende arthurienne. Je ne vais pas le faire aujourd'hui, mais sachez que c'est une dimension aussi qui est complètement intégrée dans la nouvelle trilogie et qui est complètement voulue par les créateurs de cette nouvelle trilogie. Vous avez quand même ce jeu autour de qui va récupérer le sabre d'Anakin Skywalker. Qui le sabre d'Anakin Skywalker va-t-il choisir? Qui est digne de s'en servir? Donc vous avez tout cet aspect-là qui est extrêmement développé aussi dans l'histoire. Donc je referme la parenthèse, mais c'est toujours intéressant de garder ça à l'esprit. Donc il se retrouve dans la forêt. Kylo Ren n'y a pas sa place, il est habillé tout en noir, il n'y a pas de camouflage, hein, vraiment on voit que dans la forêt. Elle est habillée tout en blanc ou en beige dans la forêt et ça clash. Et ils se rencontrent. Et là, il se passe un truc complètement dingue qui, normalement, devrait mettre la puce à l'oreille à tout le monde, à savoir que Kylo, donc, il la bloque avec la force. Il explore son esprit, mais vite fait comme ça en surface. Il la rend inconsciente et il l'enlève. Il l'enlève comme une mariée. Et ça, si vous n'avez pas tilté avec ça, voilà, vous trouvez ça dans les contes de fées, vous trouvez ça dans La Belle et la Bête. Et il y a beaucoup de gens qui ont comparé l'épisode 7 à La Belle et la Bête de Disney. Moi, je pense qu'il y a plus de points communs avec La Belle et la Bête de Cocteau. Donc avec le conte d'origine et avec La Belle et la Bête de Cocteau. Visuellement, je vous mettrai un lien en barre d'infos vers une analyse qui a été très bien faite par une Française. Alors l'article est en anglais, mais on voit que c'est une Française qui a repéré le parallèle entre la Belle et la Bête de Cocteau et cette scène en particulier de l'épisode 7, du réveil de la force. Il faut savoir que ce soit dans la mythologie ou dans les archétypes ou dans les contes de fées, quand vous avez une créature, une bête masculine habillée tout en noir qui enlève, porte dans ses bras comme une mariée une jeune fille, une jeune vierge, habillée en blanc, inconsciente, qui l'amène dans sa tanière, dans le monde souterrain, qui lui fait franchir un seuil. Vous êtes sur un motif extrêmement fort. Vous êtes sur un archétype qui est extrêmement ancré dans l'inconscient collectif. Et pas uniquement en Occident. Hein. C'est un signal extrêmement fort qu'il se passe un truc très particulier. Très particulier. Normalement, dès ce moment-là, dès le moment où il l'enlève dans la forêt, vous devez sentir qu'on n'est pas sur une relation platonique, qu'on n'est pas sur une relation familiale. À ce moment-là, il est hors de question que Rey soit sa cousine, sa sœur. C'est impossible. Il est évident, dès cette première cette première confrontation physique entre les deux personnages, il est évident qu'on est sur une relation romantique en devenir. On est sur La Belle et la Bête. On est sur l'enlèvement de Perséphone par le dieu des morts, Hadès. Voilà, donc on est sur ce genre d'archétype. Et j'ai même envie de dire que Hadès et Perséphone, c'est un peu le prototype de La Belle et la Bête. C'est exactement la même dynamique. Donc je ne vais pas insister sur Hadès et Perséphone, ça a été très bien fait dans d'autres méta, dans d'autres analyses que je vous mettrai pareil en barre d'infos. On est complètement là-dedans. Vous avez un homme qui est représenté du côté du mal, qui est présenté comme une bête, comme une créature, et c'est pas anodin non plus que ces termes-là reviennent plusieurs fois dans l'épisode 7, qui enlève une jeune fille dans une forêt, une jeune fille habillée en blanc, qui lui fait franchir un seuil, en l'occurrence il l'emmène dans son vaisseau et plus tard dans sa tanière sur Starkiller Base, qui est donc le monde souterrain, le monde des morts, le monde d'Hadès, le monde de la bête. Le château enchanté de la bête, hein, ou maudit, hein, si vous préférez. Voilà. Rien qu'à ce moment-là, normalement, on doit capter ce qui va se passer dans toute la nouvelle trilogie. C'est vraiment le moment clé, qui va être sans arrêt
répétées, approfondies dans leurs interactions futures. Mais ce moment-là, c'est la clé. C'est la clé. Pour moi, ça a été le déclencheur. Dès que j'ai vu ça, j'ai dit ok, d'accord, c'est bon. C'est La Belle et la Bête, c'est Hadès et Perséphone. C'est l'histoire d'amour entre le méchant et la gentille. C'est la clé. Ok, ça veut dire aussi, implicitement, que Kylo Ren, Ben Solo, va connaître sa rédemption, va avoir son happy ending. Il n'y a aucune raison de mettre cette dynamique entre Rey et Kylo Ren en place si Kylo ne va pas revenir du côté lumineux. Alors, pas complètement, ça déséquilibrerait tout. C'est un personnage qui restera toujours dans des nuances de gris, sans mauvais jeu de mots. Hein. C'est un personnage qui ne sera jamais complètement lumineux, mais c'est pas grave, c'est pas ce qu'on lui demande. Ce serait pas intéressant. Et la force, de toute façon, c'est pas en ramenant tout le monde du côté lumineux qu'elle va trouver son équilibre au niveau cosmique. C'est quand chacun des deux personnages vont assimiler leur part d'ombre pour trouver leur propre équilibre, aussi bien à titre individuel que en tant que couple. C'est à ce moment-là que la force va trouver son équilibre. Et c'est exactement ce que la force, bon, faut comprendre, les scénaristes mettent en place dès l'épisode 7, dans la dynamique très particulière entre ces deux personnages. Donc une fois que la bête a enlevé la bête, avec pareil, ça je l'avais évoqué dans mon podcast, avec cette espèce de greffe pas tout à fait réussie du thème de Roméo et Juliette de Tchaïkovski, au moment où Kylo franchit le seuil de sa navette sur le champ de bataille avec Rey dans ses bras, vous avez l'envolée de Tchaïkovski de la partition de Roméo et Juliette, pas très subtile, hein, si vous voulez mon avis, mais bon, ça a au moins le mérite d'être clair. Et donc on va passer à la suite de l'épisode 7 et à l'épisode 8. J'espère que vous êtes encore avec moi parce qu'il y en a encore beaucoup de choses à voir. Donc voilà. On va passer à la scène de l'interrogatoire. Alors, la scène de l'interrogatoire. Il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites à propos de cette scène. Et c'est vrai qu'elle est fondamentale pour comprendre, en tout cas, la première partie de la dynamique entre Rey et Kylo. Pour ce qui concerne l'épisode 7 et le début de l'épisode 8. Puisqu'après, dans l'épisode 8, il y a un shift monumental qui se fait et qui fait que leur relation ne pourra pas revenir à ce premier stade. Mais dans ce premier stade, vous avez de la part de Kylo ce qu'on appelle un villainous crush, ou le béguin du méchant. En fait, vous avez le méchant qui fait une fixation sur la gentille, qui c'est pas de l'amour, c'est pas du désir sexuel, c'est un mix de tout ça, c'est une forme de fascination et de curiosité, puisqu'il sent que il se passe un truc avec elle quand il lit son esprit, et déjà dans la forêt il se passe un truc, il dit mais c'est quoi cette nana, en fait, c'est bizarre. Il est extrêmement intrigué. Et ce qui est très curieux, moi, ce qui m'a beaucoup frappé dans cette scène, déjà la première fois où je l'ai vue, c'est avant même que Rey se réveille, le setup, si vous voulez, l'installation de la scène, la façon dont elle nous est présentée. Plus tôt dans le film, donc vous avez une scène qui nous sert de référence, à savoir le moment où Kylo Ren interroge Poe Dameron, le pilote de la Résistance. Et quand dans un film, on tourne deux scènes qui sont exactement la même situation, etc., c'est pour que le spectateur compare et note les différences. Et là, il y a énormément de différences entre l'interrogatoire de Poe et l'interrogatoire de Rey. Donc déjà, quand on voit Rey, il n'y a pas de sang sur elle. À l'évidence, elle est toujours dans les choux suite à ce que Kylo lui a fait dans la forêt avec la force, quand il l'a fait tomber inconsciente. Elle n'a pas de blessure, elle est parfaitement indemne. Elle est illuminée de lumière là où Poe était dans l'obscurité. Kylo n'est pas debout, mais au contraire, il est accroupi au pied de Rey. Et apparemment, il est là depuis un moment à la regarder dormir. Et il est tout de suite, rien qu'avec la posture, la façon dont c'est filmé, avant même qu'elle se réveille, on sent qu'il est fasciné par elle. On a l'impression qu'il est complètement subjugué et qu'il se passe vraiment un truc. Et la vérité, c'est qu'évidemment, il est en train d'être séduit
par cette personnification du côté lumineux de la force pour le faire mentir, puisqu'un petit peu plus tôt, il a une entrevue avec Snoke et il lui dit, alors je sais plus comment ils l'ont traduit en français, mais en gros, par la grâce de votre formation, de votre entraînement, je sais pas quoi, de votre enseignement, je ne me laisserai pas séduire. Le mot séduire, c'est quand même un terme très très fort, hein, très connoté. Et je ne me laisserai pas séduire par le côté lumineux. Et patatras, c'est exactement ce qui est en train de se passer, avant même que Rey fasse autre chose que d'exister. Cette séduction de Kylo par la lumière personnifiée par cette jeune femme est déjà en train de se produire. Donc Rey se réveille, elle voit cette créature à ses pieds, elle est attachée, elle est manifestement dans une base militaire, elle ne sait pas comment elle est arrivée là, elle ne sait pas où sont les autres, est-ce qu'ils sont toujours en vie? Enfin voilà, donc elle est dans une situation extrêmement précaire, extrêmement difficile, et il va falloir qu'elle se sorte de ce très mauvais pas. Et elle n'a pas forcément toutes les clés pour le faire. Et elle a ce mec, cette créature qui est accroupie à ses pieds. Et c'est une position de soumission. C'est-à-dire que dès le départ, avant même qu'elle se réveille, Kylo Ren ne tire pas tout le profit possible, stratégiquement parlant, de leur situation respective pour obtenir l'information qu'il veut. Alors, dès le départ, il est en train de saboter son interrogatoire. Il s'y prend pas du tout de la même façon. Et dès le départ, on doit sentir, nous, spectateurs, que cet interrogatoire va être très différent et que l'interaction va être très différente et qu'il se passe quelque chose de beaucoup plus tordu, de vraiment bizarre. Il y a un truc qui va pas dans cette future interaction. Dès le départ, on est censé le savoir, le sentir. Et ça se confirme quand elle lui dit, parce qu'il s'étonne qu'elle ait envie de le tuer. Il cherche à la rassurer en lui disant non, je sais pas où sont les traîtres, les assassins que tu appelles tes amis, je sais pas où ils sont. Il pourrait très bien lui dire ils sont morts, ils sont prisonniers dans la cellule d'à côté, etc. pour maintenir son emprise psychologique sur elle, pour lui faciliter le travail. Et encore une fois, il renonce à un avantage tactique certain pour la mettre à l'aise. Il veut la mettre à l'aise. Il veut qu'elle ait le moins peur possible compte tenu des circonstances. Il veut apprendre à la connaître et surtout, il veut qu'elle apprenne à le connaître lui. Elle veut qu'elle le voie lui. Ça, c'est très important. Ce mec qui, depuis des années, cherche à cacher son identité, pour les raisons que j'ai évoquées en introduction, qui cherche à cacher sa voix, à masquer son apparence physique, à disparaître derrière des épaisseurs et des épaisseurs de tissus, de subterfuges, lui veut qu'elle le voie pour la personne qu'il est vraiment. Et vous allez voir que dans l'épisode 7 et l'épisode 8, il ne cesse de renoncer à couche après couche de subterfuge. Il tombe les masques les uns après les autres pour permettre à Rey de voir la personne qu'il est vraiment, pour lui permettre de voir Ben Solo. Et c'est la seule personne au monde, dans la galaxie, dont l'opinion compte. Il y a une seule personne à qui il veut montrer Ben Solo, et c'est Rey. Et dès le départ, avant même qu'il la connaisse, dès le départ, il a cet élan vers elle, c'est cette pulsion de lui montrer qui il est vraiment. Et c'est tout à fait parlant, puisque un peu plus tard dans le film, au départ, il veut pas montrer son visage à son père, son propre père. Il veut pas lui montrer Ben Solo. Il lui dit Ben Solo est mort. Je suis Kylo Ren. Je l'ai tué. J'ai tué Ben Solo. Son père évidemment n'en croit pas un mot. Hein, il n'est pas dupe une seule seconde. Mais Ben veut maintenir l'illusion, y compris face à son propre père. Alors que face à une inconnue, une parfaite inconnue, qui a essayé de le buter, hein, encore une fois, Rey tire d'abord, elle pose les questions après, donc à peine elle l'avait aperçu dans la forêt, elle commence à lui tirer dessus. Et elle veut le tuer, hein, il vient de se rendre compte, à peine elle est réveillée, elle veut lui faire la peau, etc. Ça ne l'arrête pas, hein, lui, il veut vraiment qu'elle le voie, lui, en tant qu'homme. C'est tout à fait significatif. Et donc elle lui dit oui, je veux te tuer, mais en fait c'est parce que tu es une créature dans un masque. Donc l'utilisation du mot créature est tout à fait parlant, hein. Pour Rey, il est la bête et on veut nous le faire savoir. On veut lever toute ambiguïté sur la façon dont elle le perçoit. Et donc elle est là, elle le défie, etc. Ouais, t'es une créature dans un masque, je veux pas parler avec toi. Qu'est-ce qu'il fait? Dans la seconde, le masque tombe et
le spectateur découvre le visage de Kylo Ren en même temps que Rey. C'est très très important et c'était pas censé se passer comme ça au départ. Au moment où, plus tôt dans le film, Kylo discute avec Snoke, normalement il n'avait pas son masque. Adam Driver, on voyait son visage. Et en post-production, ils ont payé une fortune, je ne sais pas combien de milliers de dollars ça a coûté, pour ajouter son masque en image de synthèse, pour rétablir le masque qui n'était pas dans la scène filmée à l'origine. C'est bien la preuve que pour le réalisateur, pour les scénaristes, il fallait absolument que le moment où le spectateur découvre le visage de Kylo Ren, qui n'est pas du tout ce à quoi on pouvait s'attendre, corresponde au moment où Rey découvre son visage. Et parce que Rey, c'est un peu notre proxy, c'est un peu notre intermédiaire. C'est à travers son regard que l'on perçoit les événements de la trilogie. C'est un peu par procuration à travers elle hein, qu'on perçoit les événements. C'est l'héroïne, on suit sa trajectoire. Donc le regard que Rey porte sur les événements et les personnages est censé être, dans une certaine mesure, notre regard. Et là, on est en plein dedans. Et au moment où elle découvre ce beau jeune homme, enfin, il n'est pas beau au sens typique du terme, hein, Adam Driver, hein, c'est pas une beauté classique, hein, mais il dégage un truc complètement magnétique et animal, ce qui sert parfaitement son personnage, et je pense que c'est aussi pour ça qu'ils l'ont casté, pour le rôle de Kylo Ren. Et Kylo est extrêmement animal dans le bestial, hein, c'est la bête, hein, encore une fois, dans son approche de Rey dans l'épisode 7. Dans l'épisode 8 aussi, mais c'est beaucoup plus subtil. C'est beaucoup plus subtil. Et donc du coup, il tombe le masque, et là, elle est mal, elle est très mal, elle est perdue, parce que tant qu'il était une créature, c'était facile de lui résister, c'était facile de lui tenir tête. À partir du moment où elle voit ce beau jeune homme, et vraiment ils ont tout fait pour qu'il apparaisse plus beau, alors il y a eu beaucoup de blagues sur sa permanente, ils ont beaucoup chambré le personnage dans les réseaux sociaux, vous avez les comptes Twitter, parodiques, hein, Sad Kylo Ren, Emo Kylo Ren, etc. Il y a beaucoup de blagues sur le mec, c'est juste une publicité vivante pour L'Oréal en fait, c'est vraiment très très drôle, mais ça montre bien qu'effectivement au niveau de la production, ils ont tout fait pour rendre Adam Driver le plus sexy possible. Il a du gloss, il a une super permanente, etc. Enfin, il est super bien coiffé. Ils l'ont rendu le plus beau gosse possible. Pourquoi? Pas parce que c'est l'amoureux, c'est le futur amoureux dans l'histoire, bien sûr. Il faut qu'il soit sexy, il faut qu'il soit beau. Même au moment où elle lui taillade la figure à la fin, Rian Johnson, le réalisateur le scénariste et réalisateur de l'épisode 8, a volontairement déplacé la cicatrice de Kylo Ren pour qu'il reste beau, pour qu'il reste attirant pour l'héroïne, parce que c'est le futur amoureux, bien sûr. C'est le prince charmant, déguisé sous la peau d'une bête. Donc voilà. Et elle perd toute contenance. Elle est là, elle regarde, elle fait, oh mon dieu, tout. Et au moment où il tombe le masque, ça y est, elle est mal à l'aise. Elle est vraiment mal à l'aise. Pourquoi? Parce que elle est en plein éveil sexuel. C'est lui qui le provoque d'ailleurs. Hein, et c'est lié à son apparence. Si c'est un beau gosse, ça n'arrange pas trop ses affaires hein, à cette jeune fille. Donc voilà, il se rapproche, donc il y a une proximité physique, elle est très mal à l'aise, elle ne le regarde plus. Avant, elle regardait le masque droit dans les yeux, elle s'en foutait. Là, maintenant, elle n'ose plus le regarder, elle regarde de travers, oh mon Dieu, il s'approche, oh là là là. Oh. Elle essaie de continuer à le défier, mais on sent qu'elle elle a perdu pied en fait, elle est plus du tout maîtresse de ses réactions, la situation lui échappe pendant encore quelques temps. Et lui, il est complètement fasciné, c'est-à-dire qu'il a une réaction physique au moment où il entend sa voix pour la première fois sans les capteurs de son casque. Ça, vous verrez, hein, c'est du caviar avec Adam Driver parce que c'est un acteur tellement exceptionnel qu'il a toutes ces micro-expressions qu'on peut analyser à l'infini, mais qui disent tellement de choses, qui traduisent tellement de choses. Et au moment où il lui dit « parle-moi du droïde », elle se fout de sa gueule, elle commence à lister les caractéristiques techniques, la fiche technique du droïde, et au moment où il entend sa voix pour la première fois, il a cette espèce de mouvement, on sent qu'il réagit physiquement au son de la voix de Rey, de l'héroïne.
il regarde son corps, il regarde ses lèvres, il s'approche d'elle, il est vraiment, il est entré dans sa zone, dans le cercle le plus intime, il est vraiment dans son espace personnel, il envahit son espace personnel, euh, il la touche presque, il la regarde comme s'il avait jamais rien vu de plus beau dans sa vie, voilà, il est intrigué, au lieu de chercher directement l'information où est le droïde, ou montre-moi la carte, qui mène à Luke Skywalker, il se laisse complètement distraire, il passe en revue, il veut en apprendre plus sur elle. Et à la seconde où il commence à la découvrir elle, à découvrir son univers intérieur, sa blessure profonde, l'abandon de ses parents, sa solitude, sa peur de partir, de quitter Jakku, euh, il peut totalement s'identifier avec elle. Et c'est là qu'il réalise qu'ils sont pareils. Ils sont pareils. Leurs blessures les plus profondes sont les mêmes. Et il peut totalement être en empathie avec elle. Et c'est ce qui va renforcer sa fascination pour elle. C'est-à-dire que ça se fait en plusieurs étapes. Je pense qu'il y a une attirance physique réelle, même si Rey n'est pas... elle n'est pas sexuée de façon outrancière, hein, elle n'est pas là avec un décolleté, machin, etc. C'est une femme, mais elle est très fine, elle est musclée, elle est pas sexuée de façon outrancière et j'ai envie de dire vulgaire. Donc il est attiré physiquement, sexuellement par elle, mais c'est pas vulgaire. C'est pas vulgaire, ça reste très subtil. Et il est attiré par son esprit. Il y a cette connexion qui se met en place entre eux. Et au moment où il essaie de sonder son esprit et au moment où elle va se défendre et envahir le sien pour déterrer sa peur la plus profonde, en l'occurrence qu'il ne soit jamais aussi fort que Dark Vador, ce qui est une évidence. C'est pas un Vador 2.0, il ne sera jamais aussi fort que Dark Vador. C'est impossible. Et c'est très bien comme ça, parce que le personnage de Kylo Ren n'a pas été écrit comme ça. Donc je comprends la déception de tous les fans, essentiellement masculins, hein. Encore une fois, pas que, mais quand même essentiellement masculins, qui disaient ouais, mais il est nul, il n'a pas le contrôle de ses émotions, c'est une chochotte, il est émotif, il n'arrive pas à la cheville de Vador. C'est fait exprès. Il n'est pas du tout censé être Dark Vador 2.0. On n'est pas du tout dans la même optique et dans la même écriture de personnage. Mais c'est ce qui fait aussi tout l'intérêt de ce personnage qui, de loin, le plus complexe de toute la saga, je pense. Le mieux écrit et le plus complexe et sans doute le mieux interprété aussi. Donc c'est pas anodin du tout. Bref, je referme la parenthèse. Donc au moment où ils envahissent l'esprit l'un de l'autre, ils vont forger cette connexion, ce lien de la force, qui sera exploité avec ô combien de génie dans l'épisode 8 par Rian Johnson. Donc bon, moi je crois pas du tout que ce soit Snoke qui ait créé ce lien, ce pont entre leurs esprits. Ils l'ont fait de façon complètement accidentelle dans cette scène de l'interrogatoire, dans l'épisode 7. Mais je pense qu'au final, c'est une volonté de la Force. C'est la Force qui elle se donne du mal, hein, qui fait tout pour les rapprocher et qui crée ce lien. Par contre, je pense qu'effectivement, Snoke, et là il s'est tiré une balle dans le pied, il a même vidé tout le chargeur, hein, a amplifié le phénomène, leur a facilité la tâche dans l'épisode 8 pour qu'ils puissent communiquer à travers le temps et l'espace dans ce lien de la force qui n'a absolument aucun équivalent dans l'univers étendu, même si on a beaucoup parlé du rapprochement avec Revan et Bastilia, donc des chevaliers de l'ancienne République. Ce qui se passe entre Rey et Kylo est encore plus intense, c'est du jamais vu, c'est inouï ce qui se passe entre eux. C'est pour ça, si forcément il faut être ensemble parce que tout est fait pour qu'ils soient ensemble. Et donc, Rey se défend avec les moyens qu'elle a. Et donc, Kylo ouvre cette porte dans son esprit et c'est lui qui déverrouille pour Rey l'accès à la force. Donc, le réveil de la force et de la sexualité de Rey se fait par l'entremise de Kylo. Au moment où il essaie d'envahir son esprit, au moment où il force et où elle se défend, et elle finit par envahir son esprit à lui, c'est le moment où il déverrouille les pouvoirs de Rey. C'est ce qui fait que dès le départ, elle est hyper puissante, elle est hyper forte, parce que elle est son équivalent lumineux, son alter ego lumineux, et il faut que dès le départ, elle puisse se défendre et être son égal.
Donc en fait, c'est lui qui déclenche tout ça de façon purement accidentelle, mais c'est pas anodin si c'est lui. Évidemment, c'est lui parce que c'est le futur amoureux, encore une fois, c'est son ombre, c'est son alter ego, c'est son animus, c'est son destin, entre guillemets. Donc c'est pas anodin que ce soit lui qui déclenche ce réveil chez Rey. Et donc Kylo, très secoué hein, quand même par cet échange, hein, part voir Snoke, hein, et un petit peu la queue entre les jambes, il est un petit peu secoué, peu beaucoup même. Et Rey, pendant ce temps-là, elle va utiliser ce qu'elle a appris de lui pour se libérer. Et donc elle va utiliser le tour d'esprit, le Jedi Mind Trick, hein, des Jedi, sur notre ami Daniel Craig 007, qui faisait un caméo sur le Stormtrooper qui était là et qui devait monter la garde. Donc on avance, on arrive au moment où Kylo tue son père, tue Han. Il voulait pas le tuer. Il voulait pas, mais il n'a pas le choix, parce que Snoke lui ordonne de le faire, et parce qu'il s'est persuadé qu'en tuant son père, en excisant ce côté lumineux, ce lien familial, en commettant ce crime monstrueux, que ça le ferait définitivement basculer du côté obscur et qu'il ne ressentirait plus cette attirance pour la lumière, qu'il ne serait plus déchiré entre le côté obscur et le côté lumineux de la force. Évidemment, c'est pas du tout ça qui se passe, hein, parce qu'il aime son père. Et cet acte monstrueux le déchire encore plus, l'ouvre jusqu'à l'os en fait, ouvre son esprit jusqu'à l'os, ce que Snoke lui reproche dès le début de l'épisode 8. Effectivement. Et donc le meurtre de Han, non seulement est le déclencheur de l'arc de rédemption de Kylo, même si ça n'en a pas l'air, c'est le crime monstrueux, le crime ultime qui va faire que Kylo maintenant ne peut que s'engager dans le chemin de la rédemption, mais surtout ça se passe devant Finn et Rey, c'est-à-dire que la Belle le voit commettre cet acte monstrueux. Elle voit Kylo dans ce qu'il a de pire, dans son côté le plus noir, dans son moment le plus sombre de toute son histoire. Et elle est témoin de ça, et nous aussi à travers elle. Et évidemment, elle est horrifiée de ce qui se passe. Elle est Kylo de toute son âme, parce que elle avait pas ses parents lui manquent, et lui, il a un père qu'il aime, il a tout ce qu'elle a jamais eu, et il le détruit, mais c'est blasphématoire pour elle, c'est une aberration totale. Elle ne peut que réagir dans la rage et l'incompréhension. Et c'est exactement ce qu'elle va manifester quand il va les rattraper dans la forêt, sur la base de Starkiller. C'est-à-dire qu'elle elle comprend pas qu'on puisse tuer son père. Elle qui n'a jamais eu son père, elle comprend pas ce qui se passe, et elle a envie de lui faire la peau. Donc ça, faut vraiment garder ça à l'esprit. C'est-à-dire qu'au moment de l'affrontement dans la forêt enneigée, Kylo ne veut pas blesser Rey, il veut la désarmer et il veut la ramener de son côté, il veut être avec elle. Par tous les moyens, et dans l'épisode 8 c'est exactement pareil, il veut être avec elle. Et elle, par contre, elle veut lui faire la peau. Donc il n'y a vraiment aucune ambiguïté. C'est-à-dire que lui, il veut essayer de la désarmer, il veut essayer de ne pas la blesser, tout en l'empêchant, elle, de le buter. Donc vous voyez un petit peu les enjeux, et c'est ce qui fait que tout le monde s'est étonné, beaucoup de gens se sont étonnés sur le fait que ouais, elle l'a battu, lui c'est vraiment une chochotte, il est bon à rien, machin, etc. Il a jamais voulu la tuer. S'il avait voulu la tuer, elle serait morte depuis longtemps, parce que dès le début du combat, c'était lui qui avait la main, c'était lui qui dominait le combat. S'il avait voulu la tuer, il aurait pu le faire à 10-15 moments différents, même au moment où leurs sabres s'entrechoquent et qu'ils sont, ils sont un petit peu, ils sont au bord du précipice. Il avait juste à la pousser et il n'y avait plus de Rey, hein, fin de l'histoire, plus de trilogie, plus rien. C'est pas ce qu'il voulait, c'est pas du tout ça qu'il voulait. Il voulait se débarrasser de Finn, donc oui, au moment où il les confronte tous les deux dans la forêt, déjà, il calcule pas Finn, il ne regarde que Rey, il y a qu'à elle qu'il parle. Elle le traite de monstre, donc là aussi c'est très important. La bête, dans le conte et dans toutes les interprétations de La Belle et la Bête est perçue à travers le regard de la Belle, et c'est le changement du regard de la Belle
qui fait que notre regard sur la bête va changer aussi. Donc quand elle le traite de créature masquée dans la scène d'interrogatoire et qu'il essaie de la faire changer d'avis, qu'elle le traite de monstre dans la forêt, et c'est un drame pour lui, le fait qu'elle l'ait vu tuer son père, pour lui c'est dramatique parce que ça va à l'encontre de tout ce qu'il essaie de toute la dynamique qu'il essaie de mettre en place avec elle, de la relation déjà qu'il essaie de créer avec elle. Donc là, clairement, pour lui, ça va être compliqué hein, de revenir là-dessus, de changer son regard à elle. Et il a un besoin viscéral que Ray le voit autrement. Donc ça l'arrange pas, évidemment. Et elle le traite de monstre, donc là, hop, petite piqûre de rappel pour les spectateurs, on est dans La Belle et la Bête. Hein, il faut pas oublier. Donc elle le voit comme une bête, elle essaie de le tuer, parce qu'encore une fois, Ray tire d'abord, pose les questions après. Lui, il doit, la mettre hors d'état de nuire, parce qu'il ne peut pas s'occuper des deux en même temps. Entre-temps, ses réveils à elle, ses pouvoirs à elle se sont réveillés, donc il prend ça aussi en compte. Il faut qu'il se débarrasse de Finn. Donc il déteste Finn parce que il l'a laissé partir dans un moment de compassion au tout début du film, à Jakku, dans le village. Le côté lumineux de chez Kylo Ren, qui ne l'arrive pas à étouffer, c'est bien son drame, a fait qu'il a laissé partir Finn alors que Finn a refusé de tirer sur les villageois. Il a dû sentir le conflit chez Finn et il l'a laissé passer. Ce qui évidemment lui coûte très cher puisque c'est la défection de Finn qui met tout en mouvement et qui fait que Kylo Ren se retrouve à affronter son père et devoir le tuer. Ne retrouve pas le robot, ne retrouve pas la carte de Luke Skywalker, menant à Luke Skywalker, se retrouve en porte-à-faux vis-à-vis de Snoke et du général Hux. Donc le fait, ce simple geste de compassion, de laisser Finn, de ne pas faire un rapport sur lui, de ne pas le dénoncer à Phasma ou à Hux, Kylo, ça lui coûte très très cher à la fin du film. Et c'est pour ça aussi qu'il pète les câbles en voyant Finn, parce qu'il se dit, tout ça c'est la faute de ce traître. Si je suis dans une merde noire, là maintenant, tout est parti en cacahuète, parce que je ne l'ai pas buté ou je ne l'ai pas dénoncé au moment où j'aurais dû le faire. Tout ça, c'est la faute de ce traître, de ce Stormtrooper qui nous a tous trahis. Et qui, en plus, a le culot de s'interposer entre moi et ma chérie, entre moi et ma belle, qui a le culot de la toucher. Ça lui plaît pas du tout. Donc ça, il faut bien comprendre aussi le subtexte. C'est-à-dire qu'au moment où Kylo balance Rey contre un arbre pour la mettre hors d'état de nuire, le temps de gérer Finn, il voulait pas vraiment lui faire du mal. Il voulait juste qu'elle soit hors d'état de nuire et qu'elle ne s'enfuit pas aussi. Qu'elle ne s'enfuit plus parce que vous avez vu comment il réagit quand il revient dans la salle d'interrogatoire et que Rey n'est plus là, qu'elle a bien réussi à manipuler notre ami James Bond. Il pète un câble. Et il ne supporte pas que Rey le fuit, qu'elle s'échappe. De toute façon, il est ingérable quand elle n'est pas en sa présence. Donc, il ne veut pas qu'elle s'échappe à nouveau. Hein. Non seulement Snoke lui a demandé de lui ramener Rey, mais de toute façon, lui, à titre personnel, et là, il faut bien comprendre qu'il n'agit pas pour l'intérêt du Premier Ordre, il n'agit depuis le début que dans son intérêt personnel. D'ailleurs, le général Hux le met en garde contre ça. Et son intérêt personnel, au début, c'était la carte qui menait à Skywalker. Depuis qu'il a rencontré Rey, son intérêt personnel, c'est Rey. Et juste Rey. Faut bien comprendre ça. C'est la belle. Il est obsédé par elle et il fait une fixation sur elle. Donc, de toute façon, il est hors de question, de son point de vue à lui, qu'elle lui échappe à nouveau. Donc, c'est le fait qu'il la balance contre un arbre, c'est pas de la maltraitance, c'est juste de la tactique. Je vous rappelle qu'on est dans une situation de guerre, dans un contexte de guerre, c'est tactique. Il faut qu'elle soit hors d'état de nuire le temps qu'il gère ce foutu Stormtrooper qui a mis sa vie sans dessus-dessous, pour ensuite pouvoir récupérer Rey et la ramener à Snoke. C'est ça qu'il a en tête à ce moment-là. Et donc, il pète un câble quand il voit Finn toucher Rey. Attention, c'est ma belle, pas touche. Hein, vraiment, le subtexte, le fait qu'il le traite de renégat. Je crois qu'en français, ils ont traduit renégat. En anglais, c'est traitor. Il hurle, traître. De toute façon, à ce moment-là, Kylo Ren, il n'a plus le contrôle. Hein. Il est en roue libre, total. C'est non seulement touche pas à ma nana, mais aussi
il fait une projection, donc ça en psychologie c'est un truc de base, et Kylo Ren projette beaucoup sur les autres. Hein. Quand il traite Finn de renégat et de traître, en fait c'est lui-même qui l'accuse de traîtrise. Il est traître au côté lumineux de la Force, il est traître à sa famille, traître à son père qu'il vient d'assassiner, traître à son amour pour sa famille, malgré tout. Voilà, il est traître à tous les niveaux, du plus fondamental au plus politique, superficiel. Hein. Voilà, le traître c'est lui. Mais il ne peut pas se regarder en face, donc il va projeter sur Finn, c'est beaucoup plus facile. Et puis il est dans un tel état de rage que de toute façon Finn, il veut le dégommer. Il veut qu'il dégage du tableau, qu'il dégage de l'équation. Et c'est ce qui se passe. Au moment où il affronte Finn, il est extrêmement vicieux avec lui. Il le torture, il est extrêmement sadique. Hein, au moment où il lui brûle l'épaule avec un des quillons de son sabre, il a un regard, l'expression sur le visage d'Adam Driver, vous retournerez voir la scène, hein, il jubile. C'est jouissif pour lui, c'est un moment de sadisme pur, parce que forcément il retourne la rage qu'il a contre lui, il la retourne contre Finn, pour toutes les raisons que je viens d'évoquer. Et ce combat contre Finn, il a aussi pour but d'être mis en comparaison avec le combat contre Rey. C'est exactement la même chose que les deux scènes d'interrogatoire ou de torture. Vous êtes censé, en tant que spectateur comparer l'interrogatoire de Poe avec l'interrogatoire de Rey pour bien noter toutes les différences et comprendre pourquoi il y a toutes ces différences, pourquoi Rey a un traitement si spécial de la part de Kylo. Et c'est la même chose pour le combat. Le combat contre Finn, vous êtes censé le mettre en parallèle avec le combat contre Rey pour noter toutes les différences. Dans son combat contre Finn, Kylo est vicieux, il est sadique. À un moment donné, il lui met un poing dans la figure avant de remonter son sabre le long de l'épine dorsale de Finn et de le mettre complètement out. C'est de la baston entre mecs. Hein. C'est un geste que vous pourriez voir dans un bar, hein, entre deux mecs alcoolisés ou qui convoitent la même nana, parce qu'en l'occurrence, c'est ça. Hein. Et c'est pas quelque chose qu'on a vu dans les combats de sabre jusqu'à présent dans Star Wars. Donc le coup de poing que Kylo Ren met dans la figure de Finn, avant de conclure le combat contre lui, ça aussi vous êtes censé le noter et vous dire, mais attends, pourquoi il se bat comme ça, etc. Parce que c'est une rage viscérale, c'est un concours de mecs, hein, voilà, donc j'ose pas dire le mot, mais vous voyez exactement ce que je veux dire, hein, voilà. Et ensuite, il se passe notre moment Excalibur, ce que j'appelle le moment Excalibur. Kylo, donc, il s'est débarrassé de Finn, il n'a pas encore réalisé que Rey avait retrouvé ses esprits, et il essaie d'attraper le sabre d'Anakin. Et le sabre d'Anakin lui passe sous le nez pour atterrir dans la main de Rey. Ça, c'est un moment extrêmement important. C'est pas uniquement lié au fait que Rey, maintenant, peut se servir de la télékinésie parce que Kylo a déverrouillé ses pouvoirs. C'est aussi le fait que, à ce moment-là, Rey est la plus digne des deux de se servir de ce sabre, et parce qu'elle est du côté lumineux. Mais c'est aussi une façon de montrer que Rey continue à creuser sa route et à s'immiscer dans l'héritage familial, dans la famille Skywalker, parce qu'elle est digne de se servir du sabre, qui est le sabre héritage. Hein. C'est pas le sabre personnel de Kylo, même s'il dit ce sabre est à moi, c'est le sabre de la famille, c'est l'héritage familial, c'est l'héritage aussi karmique, entre guillemets, d'Anakin. Donc ça, c'est très important. Et c'est Rey qui se montre la plus digne des deux, pour l'instant, ça va changer hein, dans la suite de la trilogie, de représenter l'héritage des Skywalker et le pouvoir des Skywalker. Et comment réagit Kylo quand il voit le sabre de son grand-père dans la main de Rey? Pas du tout comme quand Finn s'en est servi. Au moment où Finn prend le sabre et lui dit « ce sabre, il est à moi », etc., il montre les dents, etc., il fait des grimaces, il est vraiment extrêmement bestial. Au moment où, et là aussi vous êtes censé faire la comparaison, au moment où Rey se retrouve avec à sa grande surprise à elle aussi, elle est un peu genre, elle se retrouve avec le sabre d'Anakin entre les mains, Kylo, il est subjugué.
il est subjugué. Vous avez ce travelling avant sur son visage avec le vent, la neige, etc. C'est un des plans où il est le plus beau, le plus sexy de tout le film. Je trouve que sur ce plan, il est encore plus beau qu'au moment où il retire son masque pour Ray dans la scène de l'interrogatoire. Il est subjugué, il est absolument pas en colère. Il n'est pas en train de lui dire ah c'est mon sabre, etc. Il est plutôt en train de lui dire ah ouais tu peux avoir mon sabre en fait, il n'y a pas de problème. C'est ce que les réseaux sociaux ont appelé son visage épouse-moi, marry me face. C'est le moment où je pense il tombe amoureux. Donc il y a eu toutes les phases. Il était fasciné, intrigué, attiré physiquement, sexuellement par elle. Là c'est le moment où il tombe amoureux d'elle, vraiment. De cette espèce de prodige de la force qui est son égal à tous les niveaux. Et il en peut plus quoi. Il en peut plus à ce moment-là. Alors elle est pas du tout dans cet état d'esprit. Elle dit ah super j'ai une arme. Bon moi je vais lui faire la peau. C'est un moment important pour elle aussi parce que c'est le moment où elle accepte l'appel de l'aventure. Ce sabre, elle l'a refusé dans la cave quand Maz Kanata lui tend le sabre en disant mais ce sabre a appartenu à Anakin, il t'appelle, il faut que tu prennes ce sabre et que tu prennes ton destin en main, que tu quittes l'enfance, que tu partes à l'aventure, que tu prennes ce risque, que tu fasses ce saut de l'ange. Sinon tu vas rester toute ta vie à attendre des gens qui ne viendront pas sur Jakku. C'est pas ce que le destin, c'est pas ce que la force a en réserve pour toi. C'est pas ce qui est prévu pour toi. Il faut que tu fasses ce geste. Elle a refusé cet appel. Et au moment où le sabre d'Anakin arrive dans sa main, où elle a envie de venger la mort de Han, elle a envie de venger ce qui est arrivé à Finn, le fait qu'il ait blessé Finn, elle a envie de se venger elle pour tout ce qu'il lui a fait aussi, Kylo. C'est le moment où elle accepte l'appel de l'aventure. Et c'est pas un moment anodin, c'est un moment qui est lié à la personnalité même de Kylo et à la dynamique de Kylo. Kylo est, forcément c'est son ombre, en termes de psychologie jungienne, c'est son ombre. Donc ça veut dire que c'est celui qui va à chaque fois lui donner l'impulsion pour aller de l'avant. Systématiquement, c'est Kylo qui va la mettre en mouvement, de façon tout à fait littérale et premier degré, au moment où il l'enlève dans la forêt, il dit, tu sais quoi, t'as fini de te cacher, t'as fini de fuir les traumas du passé, tu vas devenir l'héroïne, tu vas accepter ton destin, tu n'as pas le choix parce que ton destin est lié au mien et je te veux dans ma vie. Voilà, c'est ça qui se passe. Et donc, Manu Militari, hein, il la met en mouvement, il la prend dans ses bras, il dit, tu sais quoi, c'est fini maintenant tu vas te bouger et tu vas danser avec moi. Et c'est vraiment, ce combat entre eux a été comparé à une danse. C'est vraiment une danse nuptiale. Ils font les mêmes gestes. Forcément, elle apprend tout de lui. Hein, donc, puisque c'est lui qui a déverrouillé ses pouvoirs. Donc, elle va avoir les mêmes attaques, les mêmes gestes de défense, etc. Si vous regardez le combat entre Rey et Kylo sur Starkiller, c'est exactement ça. Et à chaque fois, on nous les présente comme deux égaux, vraiment, dans le combat. Dans le fait qu'il va faire A, 5 minutes après, c'est elle qui va faire le même geste, ou l'inverse, etc. Jusqu'au moment où il se retrouve, où il a réussi à acculer Rey en douceur, hein, il prend son temps, il marche, machin, etc. À aucun moment, comme je le disais tout à l'heure, il cherche à la blesser, à aucun moment. Et quand il arrive à l'acculer au bord du précipice, qu'est-ce qui se passe ? Il lui fait une demande. C'est pas la demande en mariage de l'épisode 8, mais ça y ressemble méchamment. Il lui demande de devenir son maître, alors que lui-même n'a pas fini son apprentissage. Il n'y a aucune raison d'imaginer que Snoke va être d'accord. Mais il est complètement irrationnel. Il veut juste garder cette jeune femme près de lui, par tous les moyens. Donc, il lui propose de devenir son maître, parce qu'il se dit, elle a tous ses pouvoirs qui viennent de se réveiller, elle est super forte, elle est mon égale, etc. Elle va être tentée par la perspective d'être entraînée dans la force, d'explorer ses nouveaux pouvoirs. Donc, il lui offre cette possibilité. C'est aussi une façon pour lui d'éviter de lui faire du mal. Dans le roman, et il lui dit, je ne veux pas te tuer. Il ne veut pas la tuer. À aucun moment, il a voulu la tuer.
Il le dit dans le film aussi, mais le son a été coupé. Mais si on regarde le mouvement des lèvres, à un moment donné, il lui dit I don't want to kill you. Mais sauf qu'ils ont enlevé le son. En fait, on n'entend plus la voix d'Adam Driver. Parce que je pense que c'était trop transparent, quoi. C'était trop évident sinon. Donc ils ont fini par enlever cette ligne de dialogue, mais qui a bien été tournée, hein, qui est bien dans le film, si vous regardez le mouvement des lèvres de l'acteur. Et là, vous avez cette scène qui est complètement hallucinante. Vous avez ces gros plans sur leur visage au moment où donc ils sont comme ça coincés avec les sabres et elle est au bord du précipice et on lui fait cette demande, cette proposition complètement improbable qui tombe comme un cheveu sur la soupe et dont on sait pertinemment, nous, qu'elle va refuser, elle va l'envoyer bouler, elle veut lui faire la peau, hein, à ce stade de leur relation, de leurs interactions. Et, et là, vous avez ces gros plans sur eux qui sont utilisés, ce qu'on appelle des choker shots. Donc en fait, c'est vraiment des gros plans qui sont utilisés dans le cinéma quand vous passez d'un personnage à l'autre, un homme, une femme, beau gosse, belle nana, tension sexuelle juste à tomber par terre, même si l'épisode 8 a encore fait monter le truc d'un cran, ce que je croyais pas possible, mais en fait si. Et c'est utilisé uniquement pour préfigurer une relation romantique, encore une fois. Vous avez ce gros plan sur Rey où elle est absolument magnifique au moment où elle passe de la rage, elle essaie de trouver la force, elle ferme les yeux et lui il la regarde, là, il est comme ça. Complètement subjuguée, encore une fois, et elle trouve la force, elle connecte avec la force et c'est ce qui va lui permettre ensuite de battre Kylo à son propre jeu. Hein. Mais il demande que ça d'être battu en fait à ce stade. Je pense qu'il demande que ça d'être battu par elle. À partir du moment où elle reste avec lui, il est prêt à accepter quasiment n'importe quoi, je crois. Et la façon dont c'est filmé, avec le thème de la force qui revient tout en douceur, et le fait que le sabre rouge et le sabre bleu, quand ils se croisent, ça donne cette espèce de lumière rose, violette, etc., qui est extrêmement romantique, extrêmement connotée. Bon, là, normalement, on est censé comprendre que ces deux-là vont devenir amants. Hein. C'est une façon d'enfoncer le clou. Hein. De façon pas très subtile d'ailleurs, mais avec des astuces de cinéma complètement, des grosses ficelles complètement repérable quand on regarde le cinéma et qu'on fait attention à toutes ces choses-là. C'est typiquement le même genre de façon de filmer que dans Roméo plus Juliette, quand vous avez DiCaprio et Claire Danes, chacun d'un côté de l'aquarium, la première fois où ils se voient et où ils tombent amoureux, voilà, à travers l'aquarium. C'est exactement la même façon de filmer. Donc, et c'est voulu, bien sûr, c'est complètement voulu. Donc je vais finir très rapidement, je pense que je vais faire une vidéo pour l'épisode 8, on va s'arrêter là. Donc Rey, il la laisse méditer, tranquille, sur le bord du précipice. Ils ont que ça à faire, la planète est en train de se désintégrer sous leurs pieds, c'est pas grave, ils ont le temps de trouver la force, tous les deux. Et elle tape, je pense qu'à ce moment-là, elle siphonne un peu les pouvoirs de Kylo, sa rage, etc. Et elle puise dans le côté obscur de la force. C'est beaucoup moins ambigu dans la novélisation. Dans la novélisation du film, c'est beaucoup moins ambigu. Hein. Clairement, elle flirte avec le côté obscur. Et c'est elle qui devient extrêmement vicieuse dans la façon dont elle attaque Kylo. Elle lui laisse pas le temps de respirer. Elle le domine complètement. Et au moment où elle le désarme, elle n'était pas obligée de lui lacérer le visage. Mais elle le fait. C'est une forme de marquage. C'est aussi une façon de le punir d'être un beau gosse. Parce que, enfin moi j'interprète comme ça, parce que, je suis pas la seule d'ailleurs, hein, évidemment, parce que il l'a complètement décontenancé quand il s'est démasqué dans la scène d'interrogatoire. Elle a pris conscience de lui en tant qu'homme, en tant que représentant du masculin, par opposition, complémentarité, avec son féminin naissant, sa féminité qui est toute naissante et qui lui fait très très peur. Évidemment, le passage, le réveil de la sexualité, c'est quelque chose de terrifiant et c'est un aspect essentiel dans la trajectoire de l'héroïne,
dans le parcours, le voyage de l'héroïne, dans sa réalisation en tant que femme. Et c'est associé à son interaction avec Kylo, comme je l'ai déjà dit, et à son physique. Donc c'est une façon aussi pour elle, je pense, de le punir, de réveiller toutes ces sensations en elle, qu'elle voulait maintenir à l'état de latence, en fait, qu'elle ne voulait pas réveiller. Rey, typiquement, veut rester dans l'enfance. Sortir de l'enfance, elle refuse, elle se bat bec et ongle pour ne pas le faire, et elle finit par être acculée et accepter donc le réveil de la force en elle, qui est donc, encore une fois, je le rappelle, une métaphore pour le réveil de sa sexualité. Et par accepter l'appel de l'aventure. Et tous ces éléments-là, c'est exactement la même chose. Le réveil de la force, le réveil de sa sexualité, l'appel de l'aventure, c'est un seul et même phénomène dans le parcours de l'héroïne, dans le parcours de Rey, et c'est lié exclusivement à Kylo Ren. À ce qu'il lui fait ressentir, à ce qu'il l'oblige à faire, aux situations impossibles dans lesquelles il la place à chaque fois. Voilà, tout est lié. Et je pense que le fait de lui balafrer le visage, de briser cette perfection physique, c'est une façon pour elle de se venger, de le punir, de lui faire ressentir toutes ces choses. Et alors, dans le roman, elle hésite à le tuer. Il y a une voix qui la pousse à le tuer. Et elle refuse au dernier moment. Et puis, la force les sépare, parce que la force, elle veut qu'ils soient ensemble en harmonie. Elle veut pas qu'ils se foutent sur la tronche. C'est pas ça qu'elle veut, la force. Donc là, ils sont pas prêts, hein, clairement. Pas plus à la fin de l'épisode 8, d'ailleurs. Donc la force, elle a encore du pain sur la planche. Et donc, elle les sépare physiquement en creusant un nouveau fossé entre eux. Ce qui fait que Rey ne peut pas achever Kylo Ren et repart. Et il y a une chose intéressante aussi, c'est qu'au moment où de monter dans le Faucon Millenium, derrière Chewie qui a récupéré ce pauvre Finn, elle regarde derrière elle. Elle regarde derrière elle et elle cherche Ben. Elle cherche Kylo Ren. Elle cherche à l'apercevoir. Elle a un regret. Il y a quelque chose qui la travaille. Et c'est intéressant parce que c'est un écho aussi à leur dernière interaction dans l'épisode 8. Mais ça, j'y reviendrai dans une prochaine vidéo. Je pensais pas passer autant de temps sur juste les préliminaires et l'épisode 7. J'ai laissé pourtant, je regarde mes notes là, j'ai laissé énormément de choses de côté. Je pense qu'on pourra exploiter dans une vidéo sur l'épisode 8. Notamment, alors j'ai évoqué rapidement Hadès et Perséphone. Je n'ai absolument pas parlé des archétypes de la mort et de la jeune fille. Pourtant, c'est omniprésent dans les interactions de l'épisode 7. Ça ne l'est plus dans l'épisode 8. Mais parce que dans l'épisode 8, on bascule sur d'autres archétypes. Alors, on reste toujours sur La Belle et la Bête. La Belle et la Bête, c'est vraiment le motif narratif qui couvre l'intégralité de la trilogie. Mais dans certains moments de ce grand arc narratif, vous avez d'autres archétypes qui viennent se greffer. Donc, Hadès et Perséphone, c'est vraiment le début de leur interaction dans l'épisode 7. Vous avez aussi la mort et la jeune fille, qui est extrêmement liée à Hadès et Perséphone. Je vous mettrai quand même le lien vers des références dans la barre d'infos si c'est des choses que vous avez envie de creuser. Et dans l'épisode 8, même si on est toujours sous ce grand parapluie, ce grand arc narratif de la Belle et la Bête, on va explorer les archétypes de l'usurpateur et de la reine, entre autres. Et aussi, donc, on va parler de Jane Eyre, on va parler d'Orgueil et Préjugés, on va parler de héros byroniens et de héros romantiques. Mais oui, je vais m'arrêter là, je pense que cette vidéo va durer des heures et des heures déjà. Donc voilà, je vais m'arrêter là. On a couvert l'épisode 7. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo pour l'épisode 8. Et surtout, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à m'envoyer des mails. Je serai ravie parce que, comme vous avez pu le constater, ce sont vraiment des questions qui me passionnent. Voilà, je vous dis à la prochaine pour l'épisode 8. Au revoir.